régénération, c'est-à-dire de réparation de l'écosystème naturel et humain. L'écosystème naturel, on le connaît, l'écosystème humain, en fait, c'est la société elle-même. C'est ce que nous appelons l'économie régénérative. Alors pour cela, bien sûr, le rôle des territoires est fondamental et donc celui des collectivités locales. Celles-ci sont source de confiance pour nos concitoyens. Elles sont aussi autorités de planification, d'impulsion et de décision. Alors, tout cela est formidable, mais une fois que nous avons dit cela, il faut passer au stade de la mise en œuvre. Donc, quand on a posé les grandes orientations, quand on a établi des documents de stratégie, des documents de planification, pris les grandes options de décision, il faut non pas passer à l'acte, parce que personnellement, j'aime pas ce mot parce qu'il fait un peu fait rentrer l'accusé, passer à l'acte, mais rentrer dans la phase de mise en œuvre des projets. Alors pour y arriver, il faut mettre en mouvement les acteurs publics et privés. Ça est indispensable et c'est ce qui fait l'intérêt de notre sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui, quelle nouvelle forme de coopération publique-privée déployer pour accélérer la transition dans les territoires? Je vous propose passer au slide suivant, parce que le sous-titre est, je le dis, et non moins mobilisateur. Comment activer des projets de transition territoriale embarquant citoyens, entreprises et collectivités? Alors, pour traiter de ces sujets, nous allons partager l'expérience de 3 intervenants. Alors, je crois qu'il y en a qui a du mal à se connecter. Bon, les intervenants ont joué un rôle essentiel dans 3 dynamiques de coopération publique-privée dont nous allons vous faire bénéficier de ces retours d'expérience. Alors, nous sommes avec Jean Badarou, qui est le directeur général de la société Territoire. Territoire, c'est l'aménageur de la métropole de Rennes en Bretagne. Le projet dont il va être question se situe autour du site industriel de PSA. Enfin, tout le monde connaît l'usine Citroën de Rennes. J'espère bien que c'était Citroën à l'époque. Pour le site de la ZAC de Rennes-La Jeannet. La réindustrialisation foncier qui a été libérée par l'usine automobile, soit l'usine a eu besoin d'une emprise foncière plus resserrée, plus compacte. Donc, bien sûr, elle est toujours en activité, mais ayant libéré ce foncier, il y a une opportunité et un projet d'aménager ce foncier libéré pour accueillir des industries tournées vers l'avenir, des industries résilientes dans les domaines de la mobilité et de la construction industrialisée. Donc ça, c'est le projet de Rennes avec Jean Badarou. Nous allons avoir avec nous Fabien Lasserre, qui est directeur ou responsable du pôle innovation technique chez le bailleur social Vilogia. Vilogia est un très grand bailleur social implanté sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous allons traiter plus de ce qui se passe autour de la métropole lilloise. Donc Fabien va nous parler de la démarche Energy Strong qui vise la massification, tous les termes comptent, la massification de la rénovation énergétique à très haute performance garantie. Donc, performance, ça veut dire consommation d'énergie ramenée à 0, tous usages et garantie sur 30 ans. Donc ça, dans le secteur de la métropole de Lille, et cela grâce à un travail qui associe le côté de la demande avec les maîtres d'ouvrage bailleurs sociaux et le côté de l'offre avec toutes les entreprises. Ce dernier terme est employé au sens très large. Enfin, mon éminente collègue, je présente un peu, Magali Rosso, qui est directrice régionale sud-ouest de Greenflex, va témoigner de la dynamique qui a relié la région Occitanie, l'Agence régionale énergie-climat ou AREC, la collègue dit toujours l'AREC, donc Agence régionale énergie-climat, voilà, c'est fait. C'est une société anonyme simplifiée, qui accompagne les industriels de la région par des études, des montages de projets et des investissements,
et la société industrielle, alors je pense qu'on a l'autorisation de la citer, qui est la société Andros. Andros est un fleuron de l'agroalimentaire français dans le sud-ouest. Donc Andros, alors si je fais un petit peu de régression mentale, c'est, j'espère qu'ils ne voudront pas dire ça, c'est les confitures, les compotes et aussi beaucoup de produits laitiers, publicité non payée, par exemple Maminova. Donc, malgré la tentation de penser à tout ça, je reste concentré sur notre table ronde. Et je vous propose de suivre, pour traiter de ces retours d'expérience, de suivre un canevas très simple de questionnement que nous allons partager avec nos intervenants pour les questionner et échanger avec eux, pour rendre compte de leurs expériences. Premièrement, comment est né le projet? Quelles ont été les parties prenantes impliquées dans ce projet? En second lieu, comment vous y êtes pris pour les mobiliser, ces parties prenantes? Et quelles ont été les clés de réussite du projet, selon vous? En troisième lieu, quel a été votre plus grand succès? Et employer un terme codé, votre plus grand challenge, pour ne pas dire difficulté. Et nous terminerons en envoyant de la part de nos intervenants un message ou un conseil qu'ils voudraient donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Et alors, j'espère qu'on va faire tout ça dans les temps. Et donc, nous aurons un petit temps de questions-réponses avec les participants à cette table ronde. Alors, je me tourne vers Jean Badarou de Rennes, comme vous avez noté, pour lui poser la première question. Jean, comment est né votre projet et quelles sont les parties prenantes qui sont impliquées dès l'origine et par la suite? Bonjour à toutes et à tous. Un petit peu de séance régression pour moi aussi, donc, puisque le site Citroën de la Jeannet, il est né en 1961, je crois qu'il commence de fonctionner, et c'est là qu'on fabriquait les Annie 6. Et que, pour ceux qui ont connu, qui ont forcément plus que 20 ans. C'est comme tous les sites automobiles, il a connu des hauts et des bas. Récemment, c'est là que sont fabriqués des modèles plus récents, les 5008 ou les C5 Aircross. Et globalement, on sait bien que l'industrie automobile aujourd'hui en Europe, les sites sont autant des sites d'assemblage que des sites de fabrication à proprement parler. Donc nécessairement, le site est devenu un peu excessif. Il y a notamment les flux sortant des véhicules qui ne sont plus stockés sur place, et donc il y avait tout un espace disponible qui pèse en exploitation évidemment et qui du coup obère les coûts de fabrication des voitures, simplement parce que les coûts immobiliers deviennent un peu excessifs. Dans le même temps, les collectivités locales sont confrontées à des enjeux de maîtrise de leur développement et de limitation du grignotage des terres agricoles ou évidemment de limitation des impacts environnementaux. Et donc finalement, pour les collectivités locales, récupérer 54 hectares de sites industriels, les aménager, accueillir de nouvelles entreprises, améliorer la qualité environnementale de ces 54 hectares, parce que je ne vous fais pas un dessin, évidemment, des grands espaces dans lesquels on stockait des voitures en attente de les mettre sur des trains, ça n'était pas forcément le meilleur traitement environnemental possible. Tout ça, c'était d'une certaine manière trois bénéfices, bénéfices pour PSA, bénéfices pour les collectivités locales. C'est comme ça que, donc pour répondre directement à votre question, Jérôme, c'est comme ça que sur un intérêt commun, les premiers acteurs se sont réunis, acteurs PSA, bien sûr, acteurs région et métropole de Rennes, la métropole Rennes Métropole, rapidement rejoint par Territoire, puisque Territoire a été chargé par Rennes Métropole. C'est la région et Rennes Métropole qui ont acheté les terrains, puis ces terrains ont été rachetés par Territoire, afin d'y aménager un nouveau site, et donc d'économiser d'une certaine manière des terres agricoles qui auraient sans cela été mises à contribution pour produire des sites d'accueil d'activités économiques. Les acteurs majeurs, je dirais, sont réunis. Le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un sujet de mutualisation de services dans la perspective d'amélioration de la performance, enfin d'une vraie transition environnementale. Et plus particulièrement, je vais resserrer la focale sur la problématique énergétique. Et donc nécessairement, il y a un autre acteur derrière qui est l'ADEME, qui s'est rapidement rejoint.
Et puis, ce qu'on n'a peut-être pas dit ou pas suffisamment souligné, c'est que l'ambition, c'est de construire ici ce qu'on appelle un pôle d'excellence industrielle, c'est-à-dire de réunir des entreprises qui elles-mêmes s'inscrivent dans la transition, entreprises autour des mobilités innovantes, mobilités décarbonées, et des entreprises qui s'inscrivent également dans l'éco-construction. Et on voit, peut-être parlerons-nous tout à l'heure d'Energy Sprong et des opportunités qu'il y a à développer des activités dans ce domaine. Et donc finalement, autour de ces premiers acteurs, j'ai évoqué les collectivités, PSA, territoire, l'ADEME, est venu s'ajouter tout un écosystème qui est évidemment dans lequel on retrouve les chambres consulaires, dans lesquelles on retrouve les branches professionnelles. On retrouve également évidemment les unités d'enseignement supérieur, de recherche, recherche publique et recherche privée, puisqu'on a aussi évidemment des entreprises du secteur qui, voulant évoluer dans ces directions, souhaitent concentrer sur le site de la Jeannet leurs capacités de R&D. Donc c'est comme ça que s'est constitué ce panel d'acteurs sur lequel on pourra revenir justement sur les conditions de leur mobilisation. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il faut vraiment une opportunité, là, il y a un vrai projet à la base, et qu'il faut en plus des acteurs mettre ensemble pour porter cette opportunité. Donc maintenant, je vais me diriger vers l'Occitanie. Donc en Occitanie, Magali, d'où est parti le projet et avec qui? Alors, merci Jérôme, j'espère que vous m'entendez bien malgré le masque. Je suis en environnement de bureau, donc les précautions s'imposent. Alors, effectivement, à l'origine, c'est important de le signaler, c'est que au-delà d'une volonté d'être proche du consommateur, Andros a souhaité à un moment donné, dans une rencontre autour de la responsabilité sociétale, en fait, voilà, faire accompagner sur un positionnement plus marqué de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc être plus respectueux, je dirais, de tout d'un champ plus large que la partie produit, mais aussi sur leurs infrastructures, donc sur leur plus respectueux de l'environnement, effectivement, et plus ancré dans son territoire. À partir de ce positionnement RSE, effectivement, un plan d'action sur leur efficacité énergétique, sur leur programme, je dirais, plus large, sur leurs infrastructures, est né. Un programme ambitieux qui a déjà été enclenché et qui est de l'ordre de 30 millions d'euros, avec comme volet l'excellence énergétique, la réduction de leur consommation et en cours la décarbonation sur le site en France. Alors, les parties prenantes, en fait, pour pouvoir, je dirais, dans cette logique d'ancrage sur le territoire et de volonté aussi de valoriser leur programme, se sont mis autour de la table, donc évidemment Andros et l'AREC, l'Agence régionale énergie climat que citait Jérôme, autour en fait d'un accompagnement pour à la fois avoir un canal, je dirais, de communication un peu privilégié autour d'un programme et non plus d'un simple, je dirais, des projets silotés. Donc la vraie mise en relation, voilà, la mise en relation de l'Agence régionale énergie climat avec Andros auprès de la région a permis en fait d'apporter une vraie crédibilisation et un soutien technique que Greenflex aussi contribue dans ce partenariat que nous avons avec l'AREC, et montrer comment ce grand industriel peut être contributeur finalement d'un territoire, puisqu'il faut le savoir, l'Occitanie, comme beaucoup d'autres territoires, ont une vocation d'être une région à énergie positive. Andros est un potentiel contributeur, je dirais, pour cette volonté de décarboner pour la région. Et c'est trouvé finalement une adéquation assez intéressante de pouvoir valoriser un programme entier, et pas seulement des plans d'action séparés, pour rentrer dans la logique, je dirais, d'énergie positive pour la région, leurs propres intérêts, leurs propres objectifs de la région.
était du coup en alignement avec les ambitions d'Andros, ce qui est toujours en cours. Donc les parties prenantes, en fait, c'est un industriel majeur du territoire, l'Agence régionale énergie-climat, qui est vraiment le bras armé de la région pour accélérer, booster en fait les investissements liés à l'énergie et à l'environnement. La région, évidemment, puisque c'est l'institutionnel qui va pouvoir apporter finalement son soutien, je dirais, économique pour aider en fait l'accélération des projets. Et puis l'ADEME, évidemment, puisque ils sont au carrefour aussi de l'instruction des dossiers. Voilà, donc un bel exemple finalement de travail entre un industriel, Greenflex, qui va avoir cette capacité à dialoguer en fait avec ses interlocuteurs, et la REC auprès de la région. Merci beaucoup, Magali. En fait, bon, je ne vais pas reformuler trop, mais je vois qu'en fait, il y a des grands acteurs publics et privés. Alors, ils ont à l'origine des raisons d'être différentes, des philosophies différentes et des grands objectifs différents. Et d'ailleurs, mais il faut qu'ils arrivent à être mis en connexion, non pas pour qu'ils arrivent aux mêmes objectifs, mais pour que ces différents objectifs de nature différente puissent s'articuler. Donc c'est très important, et on voit que là, au cas particulier, le grand industriel a pu faire valoir que ces projets contribuaient aux politiques environnementales de la région. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, le programme est que je me tourne vers Fabien Lasserre de Vilogia, votre directeur innovation technique, pour lui demander comment est né son projet. Alors, ce que je comprends, c'est que Fabien a du mal à se connecter, c'est ça? Bon, d'accord. Alors, je vais utiliser mon don de multiclonage pour me transformer de manière très temporaire en Fabien Lasserre. Vous savez que ce sont les aléas du direct et de la technologie. Donc, Fabien est un des acteurs moteurs du projet Energy Sprong. C'est ça l'introduction, le point d'entrée. Energy Sprong, c'est un projet totalement novateur de massification de la rénovation énergétique à très haute performance, qui est né aux Pays-Bas, d'où le nom en néerlandais qui s'appelle Energy Sprong. Donc le saut énergétique. Sprong, c'est pas la grenouille qui saute, c'est le saut énergétique en néerlandais. Et donc avec une garantie 30 ans, énergie égale 0, 12 usages. Alors on voit que ça a commencé dans le logement social. Et le point de vue que j'avais discuté avec Fabien, et que j'essaie de vous restituer, c'est qu'il a fallu regrouper des bailleurs sociaux. Les villes sont intéressées pour améliorer l'offre de logements sociaux dans leur ressort. L'amélioration des logements sociaux, y compris très poussés, contribuent à leurs objectifs environnementaux et climatiques. Et au niveau de l'offre et au niveau de la demande, on arrive à des cahiers des charges extrêmement ambitieux. Alors, je sais que quand on a discuté, Fabien volontiers comparait ça à Tesla ou SpaceX. Excusez du peu. C'est remarquable. Donc, ce sont des projets totalement disruptifs. Et alors, évidemment, on a commencé, dixit Fabien, chez Vilogia, par quelques démonstrateurs. Donc, on a essuyé des difficultés au début. Et maintenant, chez Vilogia, nous en sommes où ils en sont. Vilogia en est à plusieurs centaines de logements en réalisation ou en projet ou en attribution d'appel d'offres, puisque la procédure de marché public, c'est le marché public global de performance avec dialogue compétitif. Donc, on est dans la phase de dialogue compétitif. Et donc, ce qui est formidable au niveau des acteurs et des acteurs à l'origine de ce projet, c'est qu'il y a tout un tissu territorial à mobiliser, à redynamiser en créant des clubs d'entreprise, des clubs de maîtres d'ouvrage, et de redonner vie et aller vers l'avenir de ce système de construction beaucoup plus industrialisé et qualitatif dans son domaine d'emploi. Alors c'est là que normalement je remercie Fabien. Donc merci Fabien. Donc c'est assez
particulier, mais tout va bien. Alors en fait, on voit que, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on constate que Veolia a beaucoup d'ambition. La comparaison avec SpaceX, Tesla, c'est quand même enthousiasmant. Donc il faut cela aussi. Et donc c'est tout à fait remarquable ce qui a commencé à naître autour de Lille avec Veolia et les maîtres d'ouvrage publics, villes et bailleurs sociaux dans ce ressort géographique. Je reviens en Occitanie, donc ça aussi c'est une espèce de au fait géographique, pour notre second questionnement. Donc finalement, Magali, toutes ces parties prenantes, comment vous y êtes-vous pris pour les mobiliser et quelles ont été, pour toi et pour les autres personnes qui sont intervenues, les clés de réussite du projet? Alors, c'est intéressant puisque finalement, c'est un projet innovant dans le sens où on bouscule l'instruction effectivement des dossiers, je dirais, protocolaires, puisque là, l'idée, c'est effectivement de trouver une cohérence dans un programme complet, hein. Dedans, je rappelle, on a effectivement du photovoltaïque sur un nouveau centre de stockage, on a un certain nombre de projets sur de pompes à chaleur, sur de la méthanisation. Voilà, c'est un programme complet et qui fait sens en étant adressé à la région. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le rôle que prend à bras le corps l'Agence régionale énergie-climat, qui va dialoguer en fait auprès de la Direction générale des services pour pouvoir faire comprendre qu'un soutien, je dirais, plus global autour de ce programme mériterait potentiellement d'augmenter de 10 ou 20% son accompagnement, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'Agence régionale énergie-climat va pouvoir dialoguer sur les programmes d'investissement stratégiques. Et c'est vraiment là la clé du succès, c'est-à-dire qu'on est en capacité, Greenflex, à dialoguer avec le client, apporter en fait toute la matière technique et compréhension des enjeux de l'industriel auprès de l'Agence régionale énergie-climat qui, elle, va avoir vraiment cette ambition de répondre aux besoins de la région et donc de faire voilà, se rencontrer et aligner les intérêts. Donc, qui a vraiment été ce qui est un succès, puisqu'il y a une première échéance cette année d'accompagnement qui est une réussite. Et l'idée, c'est même d'aller plus loin sur une création d'un nouveau dispositif d'accompagnement par le biais en fait de cette expérience autour d'un nouveau dispositif d'accompagnement sur de l'innovation. Donc, il y a même création d'une nouvelle politique publique en fait qui se mène, qui n'est pas encore effective, mais c'est vraiment le canevas dans lequel ça s'organise. Et voilà, ce qui a permis vraiment de montrer, je dirais, le succès de ce dossier, c'est la capacité à être exemplaire, hein. Un industriel comme Andros peut montrer une exemplarité dans son programme et dans ses investissements et ouvrir la voie finalement à un certain nombre d'autres industriels qui souhaiteraient justement être en relation et montrer la même chose, hein, un programme complet à la région et donc sa capacité à se faire accompagner également. Merci Magali, c'est tout à fait passionnant et je reste même magnifique comme mise en œuvre de projets et de politiques publiques. Et je pense qu'en effet, tu as raison de dire que la présentation, bien sûr crédibilisée techniquement, de ce grand programme d'investissement comme un tout cohérent, a fait donc, à la fois son attractivité, ça fait son sens politique et stratégique, et en plus, ça lui a donné une capacité d'exemplarité et peut-être d'entraînement vis-à-vis d'autres acteurs, et c'est certainement ça qui a convaincu la région et permis à Andros d'être en train de mener à bien ces importants projets comme participant à la politique publique. Donc encore merci pour ce témoignage et je m'adresse maintenant à Jean Badarou de Rennes pour évoquer ce questionnement. Les parties prenantes, comment vous y êtes-vous pris pour les mobiliser une fois que vous aviez identifié? Et quelles ont été les clés du succès de cette mobilisation, Jean?
Alors, je dirais, il y a une combinaison de deux facteurs, d'une certaine manière, mais ça renvoie au titre de notre entretien, j'ose, même si c'est à distance, sur la question de comment embarquer des collectivités et des entreprises, en plus des citoyens, bien sûr, dans cette stratégie de transition territoriale. Je pense qu'il y a besoin de détermination des acteurs. Je pense que Magali, tout à l'heure, j'ai bien noté la détermination d'Andros en tant qu'industriel pour s'embarquer dans cette direction-là, et une capacité de réceptivité des collectivités locales, aider, accompagner pour pouvoir accueillir ces initiatives. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait de part et d'autre de la détermination. Et puis, je dirais, il faut aussi qu'il y ait un petit brin d'opportunisme. C'est peut-être l'alliance de ces deux démarches de détermination et d'opportunité ou d'opportunisme qui me j'aimerais souligner sur cette mobilisation. Absolument. De toute façon, il faut toujours faire feu de bois et se dire qu'on construit une politique à partir d'un certain nombre de rencontres. Au départ, je dirais, Territoire intervient en tant qu'aménageur avec cette mission de réaliser sur ces 54 hectares acquis auprès de Rennes Métropole, de réaliser un pôle d'excellence industrielle autour de ces industries du futur que sont la mobilité décarbonée et l'éco-construction. L'aménageur que je suis se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un site ait cette attractivité qui conduise des entreprises de ce secteur à venir assez naturellement aller vers ce territoire. Qu'il existe un aménageur, c'est quelqu'un qui fait des routes, des trottoirs, des places, des tuyaux. Il n'y a pas des tuyaux d'excellence industrielle ou des bordures de trottoirs d'excellence industrielle. On voit bien que la question qui se pose, c'est celle du service qu'on est susceptible d'offrir, qui fait que l'entreprise assez naturellement vient dans tel secteur. Et c'est là que joue la détermination. Nous avons proposé aux collectivités qui ont accepté le principe d'ouvrir un axe de recherche sur cette question, notamment des services et de la mutualisation qui avait pour but de renforcer l'attractivité du site. Et c'est à l'issue d'une consultation, nous sommes un maître d'ouvrage public et donc soumis à des procédures de mise en concurrence, que nous avons sélectionné une équipe conduite par Greenflex pour nous accompagner dans cette réflexion qui était une réflexion évidemment qui supposait mobilisation de l'ensemble des acteurs pour définir ensemble ce que pouvaient être nos ambitions partagées. Et puis, j'en viens à l'aspect un peu opportuniste. On commence à travailler avec Greenflex sur un état des lieux de ce que peuvent être les besoins qui sont susceptibles de réunir les acteurs publics et les acteurs privés. Et on tombe sur un sujet qui est que PSA est évidemment un gros consommateur de chaleur et d'énergie, que PSA s'est doté en interne d'une unité de production de chaleur qui produit d'ailleurs de la vapeur et que PSA est simplement par nécessité industrielle en train de chercher à décarboner cette source de production de chaleur, simplement parce qu'évidemment dans le bilan carbone de la voiture produite par PSA entre en ligne de compte les conditions de décarbonation du fonctionnement de l'usine elle-même. Et donc, PSA est en train de réfléchir et est en contact avec l'ADEME à fabriquer une unité de cogénération qui lui permettra d'aller vers la décarbonation, mais PSA résonne périmètre PSA. Non, je remplace une unité de production par une unité de production, une unité au fioul par une unité biomasse, et je vais dans le sens de la décarbonation. Et c'est là où la rencontre et l'opportunisme entrent en ligne de compte et on dit à PSA, mais finalement, votre objectif ultime, après quelques contacts techniques, ce n'est pas d'en rester à un sujet de production vapeur, c'est beaucoup plus efficient si vous passez à de la production d'eau chaude. Oui, mais si on passe à l'eau chaude, ça veut dire que c'est l'ensemble du réseau de distribution qui est à reprendre. Et là se joue la rencontre entre l'action publique et l'opérateur privé ou la personne privée, en disant, mais finalement, si au lieu de raisonner à l'échelle de PSA seulement, on raisonne à l'échelle de l'ensemble du pôle industriel qu'on est en train de développer, l'ensemble des entreprises, pour le coup, nous fabriquons une logique de mutualisation des usages qui augmente à la fois largement la capacité d'investissement et qui en plus permet de drainer un certain nombre de subventions publiques qui évidemment ne seraient pas adressables à PSA seulement,
mais qui deviennent mobilisables dès lors qu'on se penche ou on imagine un dispositif qui est un dispositif commun, mutualisé entre l'ensemble des acteurs présents et ceux qui seront demain présents. Évidemment, là, pour le coup, territoire en tant qu'aménageur est d'une certaine manière le représentant temporaire des industries, des entreprises que nous implanterons sur ces 54 hectares. Nous en sommes là aujourd'hui. Je dirais que c'est une assez grande victoire. Pour l'instant, elle est un peu intellectuelle, cette victoire, mais consistant à se dire que nous sommes passés d'une logique de propriété à une logique de service, d'une logique de utilisation pour des besoins propres à une logique de mutualisation, avec évidemment à la clé une possibilité d'aller infiniment plus loin dans cette stratégie de décarbonation au profit de PSA, mais évidemment au profit de l'ensemble des entreprises, et ça devient un des facteurs d'attractivité sur lequel nous misons dans le développement même du pôle d'excellence industrielle de la Jeannet. Voilà, cette logique est là pour le coup, effectivement, un travail tout à fait riche entre l'identification des potentiels, très rapidement une évaluation de la faisabilité technico-économique, et puis cet effet rencontre qui amène tout le monde à se dire mais pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas finalement aller plus loin dans une logique où on serait davantage partagé? Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant, très riche comme… Je peux ajouter Vous voulez dire quelque chose en plus? Non, je vous laisse poursuivre, Jérôme. Excusez-moi, mais je ne veux pas vous frustrer, n'est-ce pas? Non, mais il faut dire que c'est très riche, y compris votre manière de le raconter, comme très parlante et très concrète. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et alors, c'est vrai que moi, je voulais reformuler rapidement, mais il y a tellement de choses dans ce que vous dites que c'est difficile. Mais on voit qu'à la base, il y a une vraie opportunité technico-économique, mais il faut aussi créer ce dialogue, cette rencontre avec opportunisme ou opportunité, ou pragmatisme, on va dire, et puis instaurer cette confiance mutuelle. Et on voit qu'on va vers un montage de projets très ambitieux, avec des investissements, des risques partagés, dont chacun doit prendre sa part. C'est quand même tout à fait innovant et remarquable. Et en effet, écoutez, moi, je voudrais qu'on en accepte l'augure, et c'est certainement une source d'attractivité pour de nouveaux arrivants d'avoir des installations énergétiques très performantes, directement utilisables comme un service fourni par l'aménageur. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Jean. Et alors là, c'est là que je redemandais le témoignage de Fabien Lasserre de Vilogia. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous le raconter. Sur la mobilisation des parties prenantes. En fait, quand j'ai préparé cette table ronde, la discussion que j'ai eue avec Fabien sur ce sujet-là, il a tout de suite tourné cela vers des choses très concrètes, très opérationnelles. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a aussi cela à prendre en compte. Ce n'est pas que des raisonnements techniques, économiques et des dossiers. Il y a aussi des choses qui se voient et qui se font sur le terrain. Et donc, des projets démonstrateurs, les premiers projets que les gens ont vus, et ça les a bluffés. Des voyages d'études, des visites techniques donc aux Pays-Bas, qui avaient commencé cette démarche, comme je vous l'ai dit au début, en amont de nous dans le calendrier, donc plusieurs années avant. Il y avait déjà des projets réalisés, le témoignage d'opérateurs, soit maîtres d'ouvrage, soit entrepreneurs, soit accompagnateurs néerlandais. Et du coup, dans ces voyages, il y a eu aussi en plus un effet réseau, un effet groupe. En mélangeant un peu des gens de diverses origines, de divers profils, ça crée une envie commune, une confiance commune pour aller plus loin et pour commencer à travailler ensemble. Et c'est là que du coup, il a pu y avoir la création de ces clubs d'entreprise, de ce travail en commun, cet échange entre maîtres d'ouvrage qui se connaissaient plus ou moins, qui travaillaient plus ou moins avant, et aussi une implication sur un aspect essentiel de la réussite d'Énergie Sprong, projet de massification de la rénovation énergétique très haute performance, c'est d'arriver à un cahier des charges commun des maîtres d'ouvrage, cahier des charges très ambitieux, tourné vers des objectifs, vers des performances, et on dit aux gens de l'offre de travailler grâce à une masse plus importante, entre guillemets, de projets et d'espoir d'activité sur des investissements de méthode, de choix de produits, de mise au point de produits pour aller de l'avant. Donc, c'est une espèce de système gagnant-gagnant vers de l'innovation. Donc ça, c'est
très intéressant. Et la manière qu'avait Fabien de le raconter, c'était ce vécu de projet, de rencontre et de mise en œuvre en commun. Et en plus, une fois que c'est lancé, car on sait dans la vie que tout commencement est agréable, après, il faut, comme on dit, maintenir la flamme sans allumer l'incendie, bien sûr, et donc je reste sérieux. Maintenir la flamme, donc garder cette communauté vivante, active, que les gens continuent à avoir des thèmes à discuter, continuent à avoir du travail à faire en commun, qui se réunissent avec une véritable envie, une véritable valeur ajoutée, un bénéfice pour eux. Voilà. Donc ça, c'était un témoignage intéressant que j'essaie de retracer de mon mieux. Et du coup, cet aspect de terrain est quand même aussi très complémentaire des remarques qu'on a eues précédemment. Et du coup, je voulais rester avec Fabien et lui parler de ce considéré comme son plus grand succès et son plus grand challenge, son plus grand défi pour les mois récents et pour les mois et les années à venir. Je vais y arriver. Alors, le plus grand succès, le plus grand challenge, d'après lui, quand on s'était parlé, c'est d'avoir dynamisé ce tissu local, entreprises, maîtres d'ouvrage, les faire aller vers quelque chose de complètement nouveau et avec des bénéfices pour la communauté, donc effectivement les villes avec l'offre de logement bien meilleure, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus qualitatif et confortable, et du travail en plus pour le secteur de la construction-rénovation, et aussi l'espoir de recréer une filière d'industrialisation dans la région, avec quelque chose de vraiment fait en France. Alors ce dialogue aussi, le maintenir dans le temps entre les entreprises et maîtres d'ouvrage. Alors les gens qui vont dire, oh là là, quelle est cette turpitude, je ne sais pas qu'est cela. En fait, c'est quelque chose de tout à fait prévu, y compris dès lors qu'on est, par exemple, dans le vecteur contractuel du marché global de performance énergétique, avec le dialogue compétitif. Alors, j'ai peur que je n'ai pas été trop long, il était plutôt plus synthétique que moi. Voilà. Et en plus, Fabien me mentionnait, quelque chose que je ne connaissais pas, et qu'Ali, il s'est créé quelque chose qui s'appelle le club des 10 000. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment 10 000 dedans ou si c'est un objectif. Donc, beaucoup de professionnels, construction, promotion, donneurs d'ordre, des centres techniques comme le CSTB, scientifique et technique des bâtiments, dépendant du ministère du logement et de la construction, les opérateurs de réseaux énergétiques, pour travailler ensemble sur des thématiques techniques d'intérêt commun. Donc ça, c'était que j'avais retenu des échanges que j'ai eus avec Fabien. Et donc, je retourne en Occitanie. Alors finalement, Magali, ma chère collègue, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans ces projets occitans, autour d'Andros et de l'Agence régionale d'énergie climat et de la région, comme grande réussite ou comme difficulté? Magali? Ah, Magali, il faut rendre le micro à Magali. C'est moi qui dois le faire? Qu'est-ce qui doit faire C'est ça? moi qui m'étais supprimé le micro, je me le réaccorde donc. C'est pas fort de vouloir être exemplaire, Magali. Voilà. Oui, donc en fait, je pense que d'un point de vue Greenflex, en fait, et même personnellement, hein, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un cadre nouveau qui est donné. C'est quelque chose qui n'existait pas, d'avoir un dialogue finalement direct, sans passer que par de l'instruction de dossiers. Ça montre, et là c'est vraiment une fierté, je dirais même au sens territorial, c'est que finalement une région est prête à écouter en direct en fait hein, l'ambition d'un industriel. Il est forcément aidé par ce soutien à la fois chez Greenflex, mais surtout de l'Agence régionale énergie-climat. Et c'est un exemple concret finalement que on peut pousser des portes, on peut faire avancer des choses. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que ça prend un peu plus de temps. Évidemment, hein, on pensait au départ que ça pouvait durer quelques mois, ça dure plusieurs mois. Mais finalement, une fois qu'on a enclenché cette dynamique, on voit bien que ça attire l'attention auprès de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est une innovation qui fait des petits et qui donne l'exemple à d'autres qui peuvent embrayer cette voie aussi. Donc c'est un exemple concret qui, je pense, va permettre
j'espère en tout cas de maintenir cette dynamique et de recréer en fait, une présentation d'un programme global par des industriels et qui permettra d'ouvrir la voie aussi à d'autres, acteurs. Très bien, merci beaucoup Magali. C'est tout à fait passionnant. Et en plus, tu disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être en germe la création d'un nouveau dispositif d'accompagnement orchestré par la région Occitanie et puis l'Agence régionale énergie-climat. Et donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait prometteur. Alors maintenant, je me tourne vers Jean Badarou à Rennes à nouveau. En termes de succès, de challenge, quel témoignage pouvez-vous nous donner? Alors, je me permets d'ajouter un point sur le fait de s'attacher à la concision du propos, ce n'est pas du tout un reproche, mais nous avançons beaucoup dans le timing de notre séance et il faut pouvoir garder un peu de temps pour les questions-réponses. Merci Jean. De façon, je vais être très synthétique, puisqu'évidemment, pour ce qui est des succès, on est en phase aujourd'hui d'études, de montage. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de succès dont on puisse se prévaloir. Je pense que c'est vraiment une question de challenge. Je crois que la difficulté qu'il nous faut dépasser, c'est l'organisation un peu en silo, et notamment, puisqu'on parle de partenariat et de coproduction publique-privée, c'est justement de casser un peu cette logique d'organisation en silo. Et sur le sujet qui nous préoccupe, celui des réseaux, c'est tout à fait, réseau de chaleur, c'est tout à fait caractéristique. C'est-à-dire que là, on est dans une logique sur laquelle on part d'un réseau privé pour aller vers un réseau mutualisé. Premier réflexe, c'est de dire, oh ben, le réseau mutualisé, il va devenir public et ça sera nécessairement un réseau public de type DSP. On s'aperçoit que la difficulté, c'est de ne pas justement retomber de façon un peu systématique dans des canaux un peu rodés, connus, parce que précisément, si on veut être dans l'innovation, il ne faut pas uniquement être dans l'innovation techno, mais il faut être dans l'innovation de montage et penser un peu en dehors de la boîte. De ce point de vue-là, je dirais, il y a aussi des dimensions juridiques de ce type de réalisation. Et c'est important d'être accompagné par des acteurs qui cherchent les solutions plutôt que les difficultés, parce qu'on voit effectivement qu'il faut innover et il faut penser un peu en dehors de la boîte pour réussir à trouver des solutions sur des servitudes dans l'espace public d'ouvrages privés, gérés de façon mutualisée, etc. Voilà. Donc pour nous, la difficulté, et je crois qu'on est en passe de réussir ce mode de pensée, c'est de mettre tout le monde, public et privé, dans une logique où on pense un peu différemment et on produit quelque chose qui est sans doute une bête hybride, mais c'est la logique même du partenariat. Oui, eh bien partenariat, non pas au sens du montage contractuel, partenariat public-privé, mais au sens de l'état d'esprit du partenariat et de la coopération. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Tout à fait. Oui, oui. Pardon, allez-y, dites-moi. Nous? Non, mais je pense qu'effectivement, il faut la notion de partenariat. Pour moi, public et privé, ils peuvent se retrouver en capitaux dans une société, ils peuvent se trouver simplement dans un dispositif de copilotage, ils peuvent se trouver dans un rapport, on va dire, fournisseur-client à travers des contrats pérennisés. La forme du partenariat, ce n'est pas du tout effectivement le cadre institutionnel du partenariat public-privé. C'est un état d'esprit consistant à fabriquer un machin, un objet, mais qui sera qui correspondra à une volonté commune et à des risques partagés et bénéfices partagés, bien sûr. Et répondra aux objectifs. Et tout à fait. Alors, je retiens cette idée de penser un peu autrement et de sortir des schémas préconçus. Si c'est chez le privé, c'est du privé. Si c'est chez le public, c'est un réseau public et faire quelque chose ad hoc, on va dire, est beaucoup plus adapté. Alors, nous approchons de la fin. Alors, nous, ce que j'aurais voulu vous faire comme exercice final, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, c'est que vous donniez un petit message très concis à notre auditoire pour, au cas où ils auraient envie d'un peu de s'orienter vers ce genre de démarche. Nous attendons Magali. Donc, les Horaces et les Curiaces. On en perd en route. Alors, ça marche. Alors, juste pour dire, à la place de Fabien, déjà, je dis que lui était très enclin à proposer de créer ces passerelles publiques-privées dans des lieux d'échange et de travail en commun
sur des sujets thématiques complètement d'intérêt incontestable pour toutes les parties. Ça, c'était Fabien. Donc, Jean, que diriez-vous comme message vis-à-vis des personnes de l'extérieur qui nous regardent? Écoutez, je m'inscris, enfin voilà, je prolonge mon propos précédent, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le message, c'est de ne pas se cantonner à un rôle un peu prédéterminé. Et là, c'est vraiment l'aménageur qui parle. L'aménageur, la question, elle est basique. Est-ce qu'on fabrique des terrains à des industriels qu'on vend, ou est-ce qu'on fabrique un territoire sur lequel se développe l'industrie du futur? Si on a cette ambition, sans vouloir être le Deus ex machina qui tire tous les fils et organise tout, mais si on a effectivement l'ambition de ne pas faire juste commerce de terrain, mais d'être dans une stratégie de développement, là pour le coup, je crois qu'il faut, c'est le message moi, que je porte, penser justement de façon un peu décalée et surtout aller dans une logique, enfin, aller vers l'autre, aller vers celui qui a les besoins, aller vers celui qui a les compétences, aller vers celui. On n'est jamais déçu. On peut avoir effectivement d'un grand groupe industriel tel que PSA l'image, et elle n'est pas complètement erronée, hein, d'un groupe très secret dont les stratégies se construisent forcément dans une logique de compétition mondiale, etc. Bon, néanmoins, ces groupes-là ont aussi des représentants locaux, ont aussi des problématiques très locales, très pratiques. Et finalement, on arrive assez simplement à parler de problématiques de subvention fonds chaleur sur du réseau, de géométrie du réseau, de positionnement au barycentre des besoins d'une unité de production. Et ça, en parlant, je dirais, avec des vues satellitaires un peu, en se disant, ce n'est pas la question de où est la clôture, c'est vraiment la question de la cohérence d'ensemble que nous sommes susceptibles d'impulser. Peut-être que je suis, c'est-à-dire une société d'économie mixte au départ, donc avec cette logique un peu institutionnalisée du partenariat, ou au moins dans les gènes du partenariat nous aide dans cette démarche. Et je crois que cet esprit de la co-construction, de fabriquer en dehors des standards, en ne s'interdisant pas d'aborder des sujets qui apparaissent pas a priori comme étant dans les standards de production d'un aménageur, dans notre cas particulier. Je crois que c'est un peu la condition nécessaire si on veut avancer aussi vite que les enjeux nous imposent de le faire. Parce que je crois qu'on n'en a pas parlé tellement c'est évident, mais on voit bien que chaque jour qui passe et chaque blocage que nous rencontrons est du terrain perdu par rapport aux nécessités au regard des générations futures. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais c'est qu'en plus, les constantes de temps, les visions de calendrier des collectivités territoriales et des entreprises industrielles ou des grandes entreprises sont certainement différentes et c'est aussi une des sources de difficultés. Alors, oui. Je ne sais pas si Magali est revenue avec nous. Non. Ah, écoutez, je dis un mot pour elle parce qu'on s'était parlé avant et son idée à adresser au public, c'était de manière amicale de dire de ne pas avoir peur d'instaurer des canaux de communication publique-privée. C'est certainement très, très fructueux. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette expression « n'ayez pas peur » parce que c'est quand même un grand personnage comme le pape Jean-Paul II qui l'avait dit, avec des conséquences politiques fondamentales. Donc, sortir de la peur est quelque chose de très important. Alors, je vois qu'on avance beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Je ne sais pas. Je me tourne vers la régie. Sonia Gay, dans 6 minutes. Et alors moi, j'ai un sujet, c'est que je suis incapable de voir où elles sont. Okay. Merci, Paul. Que les bonnes questions, bien sûr. Allez-y. Paul, vous n'avez pas de micro. Je vous le donne. Voilà. Alors. Je vous entends. Les messages, c'est ça? J'ai un sujet qui est que j'ai un sujet qui est que j'arrive à un âge où je ne peux pas me passer de lunettes, mais par coquetterie, j'ai tardé. Et donc,
J'ai choisi mes lunettes au moment où c'était confiné, donc je n'ai pas de lunettes. Oui. Plus une seconde pour que ça me connecte. Alors, la question en question était, votre exemple est à l'échelle de la région. Quels acteurs pour une démarche équivalente à l'échelle d'une EPCI, avec des moyens réduits donc, financiers ou d'ingénierie? Vous dites pas, en référence peut-être au projet Andros, Probablement. certainement. Alors écoutez, les EPCI ont moins de moyens, mais c'est vrai que je pense que d'une part, le message qu'on veut faire passer, c'est un peu un état d'esprit de coopération et d'inclure les parties prenantes pour passer du moment où on a des grandes ambitions au moment où on rentre dans le concret des projets. Et après, alors même si ce n'est pas une réponse certainement parfaitement adaptée, je dirais qu'il y a aussi d'autres partenariats dès lors que le PCI est impliqué euh, avec des gens qui sont à l'écoute. L'ADEME, la région aussi soutient les initiatives. Et il y a en ce moment de grandes opportunités avec le plan de relance. Et écoutez, au risque de faire un peu la minute commerciale, Greenflex est très impliqué et très capable d'accompagner les gens dans ce plan de relance qui est très riche, très ambitieux, très généreux, mais il faut dire aussi un peu touffu et un peu complexe à comprendre et appréhender. Mais c'est le moment, c'est l'instant de bouger là pour ces choses-là. Ça répond à votre question. Vous avez une autre question? Alors, il y a une autre, c'est pas une question, c'est une remarque que je vais Oui. pouvoir énoncer. Merci Magali pour son témoignage qui prouve que la mise en œuvre de la coopération est un facteur de succès indéniable. En même temps, la coopération ne se décrète pas, elle s'organise au quotidien sur 3 critères: la confiance, le don et la prise en compte des faiblesses de chacune des parties dans l'élaboration des solutions. Alors, est-ce que vous avez rebondir sur cette remarque? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, vous avez raison. Alors, de même que, comme disait un grand sociologue, on ne change pas la société par décret, on ne décrète pas la coopération. C'est un sujet où il faut quand même euh, avoir le temps avec soi et, et petit à petit progresser en montrant c'est une démarche de changement, c'est de création de confiance mutuelle. Donc il faut que les gens se fassent confiance, y compris avec leurs faiblesses. Alors tout ne peut pas être dit tout le temps à tout le monde, mais il y a des choses qu'il faut partager. Et je pense que si petit à petit on crée un état d'esprit, on montre une ambition de coopérer, et on la montre aussi par des premiers projets réalisés sur le terrain, même si ce sont de petites choses, on peut construire cette confiance et donner envie aux gens d'aller plus loin et de se livrer un peu plus dans la confiance et dans la construction commune. C'est ça que je peux dire. Mais ce commentaire était tout à fait pertinent, bien sûr. Très bien, merci. Et Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a plusieurs remarques et remerciements, mais ce ne sont pas des questions. D'accord. Alors, je vous dis le mot de la fin, peut-être. Alors, Voilà. merci, merci de m'avoir aidé. Donc, on est juste dans les temps, je pense. Alors, donc c'est le temps de conclure. Alors, nous avons eu les aléas du direct. J'en suis désolé. Alors, j'ai essayé de faire au mieux avec l'aide de la régie, que je remercie, pour mener à bien cette séquence. Merci à nos intervenants d'avoir été disponibles et d'être prêtés à cette table ronde, à cet exercice. Je pense qu'il a été fructueux pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. En tout cas, je l'espère. Merci aussi au public qui est venu nombreux à ce que je vois dans les petits comptes rendus au fur et à mesure et qui ont marqué leur intérêt. Je pense qu'on est dans des solutions d'avenir. Évidemment, chacun doit rester dans son rôle. Il y a une déontologie, il y a des règles à respecter, mais on peut se parler. Il y a une coopération entre le public et le privé qui doit pouvoir se développer. Nous avons des objectifs, des ambitions de neutralité carbone, régénération environnementale dans des horizons pas si lointains. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Et donc, ouvrons des canaux de dialogue, expérimentons des manières de faire innovantes. J'allais faire une liaison mal à propos. Ça demande du courage, de la persévérance, de la modestie, des compétences et de bons outils. Donc, tout cela au service de projets passionnants, comme disaient les intervenants, et enrichissants.
Et donc, j'ai fini. Merci encore au nom de Greenflex d'avoir participé à tous égards à cette table ronde. Et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir. Et ben, je m'exprime au nom de mes collègues participants qui ont pu être là ou qui ne sont plus là. Voilà. Merci également pour l'organisation. Merci à Greenflex. Et j'espère qu'on a pu aider effectivement à faire progresser un peu cette cause. Voilà. À bientôt. Donc, à la disposition des gens qui veulent reparler avec les intervenants ou avec nous. Au revoir.